Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui explore les aspects business, management, communication des métiers de la création. Si vous me suivez depuis quelque temps, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé ici par hasard, ou plutôt pour une raison, merci pour votre curiosité. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres et de vous abonner. Je suis Lily Bonnet, consultante et business coach. Certifiée Calliope, je suis aussi formatrice, car ce qui m'anime, c'est de transmettre et donner des clés pour grandir et faire grandir. Marine Biro a cofondé, avec Marine Ulrich, l'agence artistique Bazar, qui fête ses 10 ans cette année. Comme on peut le lire sur leur site, Artistic Bazar conçoit et produit des événements culturels pour adresser les grands sujets de notre société. Ce que j'ai le plus apprécié dans cette conversation avec Marine, outre son intelligence et sa vision évidemment, ce sont ses silences, chargés de sens. Car laisser la place au silence, au temps de la réflexion, à la pause, en pleine conscience, bien c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. On est dans une course à la bonne idée et à la bonne intervention. On s'interrompt énormément, et je plaide coupable. Le podcast est d'ailleurs pour moi un excellent exercice d'écoute, et j'essaye de plus en plus de laisser mon invité s'exprimer jusque dans ses silences, justement. Alors j'ai rencontré Marine chez Wise Women, cercle de femmes issues des métiers de la culture et de la création. Nous avons donc parlé de cette association qui nous tient à cœur à toutes les deux, et de l'appel à projet annuel qui d'ailleurs vient d'être clôturé. Et surtout, j'avais évidemment envie d'en savoir plus sur Artistic Bazar, leur typologie de clients, comment elles prospectent, la communication, etc. Et aussi comment la collaboration entre elles deux fonctionne en tant qu'associées. Comment elles se partagent naturellement les tâches, ou le lead même, selon les projets. Et j'ai aussi demandé à Marine quels sont selon elle justement les 3 piliers d'une association réussie. Spoiler, ce n'est pas le silence. Ok, Ouais, on y va. c'est parti. Bonjour Marine, Bonjour Lily. comment vas-tu ? Très bien, je suis contente qu'on soit ensemble ce matin. Moi aussi, un matin pluvieux, mais ça me dérange pas, moi j'aime bien. Et un matin de novembre, on enregistre fin novembre, juste avant la deadline de la fin de l'appel à projet Wise Women dont on va parler, mais quand l'épisode sera diffusé, les candidatures seront closes. On sera en train d'éplucher les projets. Exactement. Et donc ça, évidemment, on va en parler en détail. Pourquoi je parle tout de suite de Wise Women, qui est cette association de femmes issues des milieux de la culture et de la création. Parce que c'est en fait dans ce cadre qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Donc moi je suis adhérente depuis 1 an, pratiquement. Et toi depuis plus longtemps, tu vas nous raconter, tu es très impliquée. Et donc aujourd'hui on est dans tes bureaux. Oui. Et je suis très heureuse, je me suis dit en fait assez naturellement, ça m'est venu comme ça, genre mais il faut que j'accueille Marine dans le podcast parce que tu es à la fois femme, entrepreneur, associée en plus, tu vas nous raconter, maman aussi, et cette vie plurielle, je trouve qu'elle a tout son sens et toute sa place dans ce podcast. Donc comme tu le sais, la première question c'est toujours par rapport au titre de cette émission, Everything Happens for a Reason. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors, déjà, de manière très concrète, on devait enregistrer cet épisode il y a 1 semaine, ou deux semaines. C'est vrai, t'as raison. Et on a décalé, et c'était vraiment très bien. Ça tombait bien, hein, c'est moi qui te l'ai demandé. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, Everything Happens for a Reason. Bien sûr, parce qu'il y a 2 semaines, j'étais dans un tout autre espace mental. J'avais beaucoup moins d'énergie vitale. Et donc, je pense que pour partager, c'est quand même beaucoup plus propice aujourd'hui. Génial. Voilà. Oui, c'est vrai que la veille de notre rendez-vous, je t'ai envoyé un message. J'étais genre, écoute, je suis cuite
Donc moi, justement, j'étais pas non plus du tout dans la bonne énergie. Et voilà, on a reporté. Et j'ai l'impression aussi que dans toute ton aventure professionnelle, tu es très à l'écoute des opportunités et de ce qui peut... Enfin voilà, t'es ouverte, je sens. Et je pense que c'est aussi... pour moi, ça résonne avec ce mantra un peu, je trouve. C'est d'accueillir les choses finalement exactement comme elles viennent et de se dire, tiens, en fait, c'était pas plus mal. Et de faire confiance. Et de faire confiance. Très beau. Après, le mantra, c'est celui qu'on se répète parce qu'on a parfois un peu de mal, tu vois. Oui, c'est pour se convaincre. C'est ça, c'est pour se convaincre. Donc, on a du mal à accepter, donc on se le martèle un petit peu pour se dire non, mais en fait, ça va. En fait, j'ai vécu en Russie pendant 2 ans et les Russes, ils disent "Всё будет хорошо", ça veut dire tout ira bien. Ah. C'est une autre version de Everything happens for a reason. Voilà, c'est que in fine, tout ira bien. Et moi, si je développe un petit peu, je suis quelque part convaincue aussi que parfois, même les gros cailloux que la vie t'envoie parfois dans la figure, ça t'arrive à un moment où quelque part, t'es prêt à le gérer. Alors, faut pas en faire une règle absolue. Enfin, je veux dire, il y a plein d'événements dans la vie, la maladie, les accidents, etc. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Mais en revanche, voilà, quand il se passe quelque chose, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis armée pour le gérer ? Yes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme ressources ? À venir mobiliser. Exactement. Ouais. Et notamment sur les questionnements plus intérieurs. Très juste. Je me dis que si ça nous monte à la conscience, c'est que quelque part, on est prêt à l'affronter. Bon, là, on partait direct sur un sujet ça y est, bien deep. Bien deep. Mais voilà. Ce que m'évoquait, en tout cas... tu vas nous en parler de tes cailloux, alors... Parce que ça sent le vécu. Oui, comme c'est normal, comme tout le monde, bien sûr. Alors, tu as notamment... tu vas nous parler de ton parcours. Peut-être qu'on commence comme ça. Tu as fait quelles études ? Parce que je trouve que c'est intéressant aussi tout ce que tu as fait avant. Et jusqu'à Artistic Bazar, donc, qui est ta société. Cofondée avec une autre Marine. Oui. C'est pratique de s'associer avec le même prénom. Et tu vas nous en parler. Mais donc d'abord, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Moi, je suis lyonnaise. J'ai fait une petite année de prépa à Lyon. Et ensuite, j'ai intégré Sciences Po. Donc, j'ai été diplômée en 2019, donc à Paris. Avec un petit détour, il y a une année à l'étranger, donc j'étais à Hong Kong. Toujours chouette, les expériences à l'étranger. Et la Russie, c'était quand alors ? Et la Russie, c'était un peu plus tard. C'est ça. Et voilà, donc un master en management de la culture à Sciences Po. Et ensuite, j'ai tout de suite travaillé dans ce secteur-là, plutôt du côté du spectacle vivant, en bossant beaucoup pour des compagnies, pour la cérémonie des Molières aussi, enfin voilà, pour différents acteurs. Mais vraiment dans le faire. Quand tu travailles pour une compagnie de théâtre, c'est une petite structure, une association qui n'a pas d'argent, donc voilà, tout de suite dans le faire. En parallèle de ça, tout ça est très parallélisé. J'ai participé avec mon associé actuel, Marine Ulrich, et une troisième personne au développement d'une première société qui s'appelait Culture sur mesure, qui faisait de la direction artistique déléguée pour les collectivités qui n'avaient pas les moyens de se payer un directeur de théâtre, un directeur de centre culturel. Donc des collectivités territoriales ? Oui, principalement des villes ou des communautés de communes qui ont un lieu dans lequel elles accueillent ou souhaitent accueillir des spectacles. Mais voilà, ça coûte cher d'avoir une équipe dédiée, notamment un programmateur, un directeur artistique. Et donc c'était comme une sous-traitance de... Exactement. Ah ouais, génial. Et nous, à 3, on voyait plus de 1000 spectacles par an. On était au théâtre tous les soirs. À Avignon, on voyait 8 spectacles par jour. Et du coup, on avait une vision... voilà. Donc on a développé ça. Donc vous alliez pour chaque collectivité, vous proposiez la programmation et ah ouais, génial. Exactement. Donc vous étiez l'intermédiaire en fait entre les prods de spectacles et les villes. Exactement. Les compagnies, généralement, elles ont quelqu'un qui s'occupe de la diffusion, donc qui en gros fait le commercial pour vendre les spectacles. Et les villes, quand elles ne sont pas outillées pour recevoir cet afflux permanent, il y a beaucoup de compagnies de théâtre en France, voilà, elles font une programmation autrement. Et donc là, nous, on avait cette vision nationale, en même temps capable de s'ajuster au territoire, etc.
Ça a duré peut-être 3-4 ans. Donc moi, on travaillait toutes les deux en parallèle ailleurs. Ça s'est terminé pour des histoires d'association. Ah, tu vois, j'allais te poser la question. Ouais. Voilà, nous, on est parti dans le projet bille en tête. Ça faisait 1 an qu'on était diplômés, on était dispo parce qu'on faisait des choses, mais on avait du temps, on était à fond. Et on avait vraiment cette vision de scalabilité du projet, parce que ce que tu fais pour une, tu peux le faire pour 25. Et voilà, et on était dans l'aventure avec une 3e personne plus âgée, et qui en fait, et ça, on l'a pas détecté à l'époque parce qu'on était trop jeunes, mais qui n'avait pas du tout la posture et le fonctionnement d'une chef d'entreprise. C'était une excellente freelance, enfin indépendante en tout cas, parce que voilà, donc quand elle était en autonomie, etc. Mais le management et l'association, c'était pas pour elle. Donc en fait, pour la faire courte, on s'est fait balader pendant 3 ans, tout en développant le projet. Et du coup, au bout d'un moment, on a dit Vous étiez à parts égales en fait, on n'a jamais été associés. On a fait 12 rendez-vous d'experts comptables. Ah ouais, ok. Et on n'a jamais été associés. Les statuts n'étaient pas définis. En fait, elle avait sa structure. Ok. Et vous bossiez pour elle. Et nous, on bossait pour elle. Quand il y avait des projets qui tombaient, on était rémunérés en tant qu'indep. Mais on n'a jamais, in fine, été associés. Donc, à un moment donné, on a dit stop. Et c'est forcément 3 ans, marquant. c'est long avant de dire stop quand même. Oui, mais parce qu'il y avait des projets. Et puis que nous, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec Marine, on est vraiment drivés par ça. Voilà. Mais ça, et puis c'est aussi une forme de jeunesse. Mais bien sûr. Mais c'est génial d'avoir quand même réussi finalement à en sortir d'une façon plutôt positive. Et surtout, c'est ce qui vous a donné envie de vraiment vous associer toutes les deux ? Eh ben, en fait, ensuite, il y a une période où on était donc toutes les deux dans nos activités. Donc moi, toujours beaucoup pour des compagnies, un bureau de production, etc. Et Marine, elle faisait du conseil plutôt pour des acteurs publics en politique culturelle. Et ce qui nous a amené... En fait, nous, on s'est rencontrés à l'école, donc sur les bancs de Sciences Po. On a tout de suite été copines, mais on n'a jamais été copines de vie étudiante. C'est-à-dire que les soirées, les histoires de cœur, etc., c'était pas ça qu'on partageait. On a tout de suite été projet. Ah, génial. On a monté un festival de théâtre étudiant, enfin voilà. Ah ouais, donc vous avez vraiment fité professionnellement. Exactement. Ok. Work-wife. Ah ouais. J'adore le terme. Et donc en sortant de Sciences Po, on s'est dit, si un jour on est dispo en même temps, on fera un truc ensemble. Il se trouve qu'en fait, 1 an après, on a été dispo en même temps, ce qui est arrivé hyper vite. Elle rentrait de l'étranger. Moi, j'avais posé ma ADEME de mon premier job où ça se passait pas bien. Et du coup, voilà. Donc, on s'est lancé dans cette première aventure. Ensuite, on s'est reconcentré sur. On avait aussi besoin de se sentir bien où on était après l'arrêt de ce premier projet entrepreneurial. Et voilà. Et donc, on a pris ce temps-là. On était aussi en parallèle, mais toutes les deux à des endroits où on se sentait pas. Il y a eu 2 choses. Il y a eu déjà le fait que on est toutes les deux des littéraires. Voilà, on n'est pas là par hasard, quoi. Et du coup, quand tu bosses pour des compagnies de théâtre, ce que tu écris, c'est des dossiers de subvention. Ouais. Quand tu fais du conseil, ce que tu écris, c'est des notes qui sont plus ou moins lues. Et du coup, on avait un espèce de truc de genre, mais désespérance de cette modalité dans l'écriture. Donc, on a commencé par faire un truc qui se faisait beaucoup en 2010, 11. On a ouvert un blog. Ah ouais. Qui s'appelait comment ? Artistic Bazar. Ah, donc c'était déjà le nom ? C'était déjà ça. Donc, en fait, le nom de la société est venu... après le blog. Exactement, est venu par le blog où on faisait des critiques de ce qu'on voyait, on a commencé à faire des interviews, etc. Notre première interview, c'était Alexis Michalik. Ah ouais, quand même. Donc trop drôle, parce que vraiment, c'était au tout début d'Alexis Michalik. Avant qu'il soit connu comme il l'est, voilà. Tu veux peut-être juste expliquer qui c'est ? Alexis Michalik, c'est un metteur en scène et acteur qui est aujourd'hui une des figures très repéré du théâtre contemporain. Ce qui est intéressant dans ce qu'il propose, c'est qu'il a d'une part un travail de l'écriture et du texte et du ressort narratif qui est assez signature quand on découvre ses pièces, que je vous invite à découvrir. Comme notamment, il est très connu pour Edmond. Edmond, le porteur d'histoire, une histoire d'amour. Et là, il y a en ce moment, je pense que c'est toujours à l'affiche, Passeport. Ouais, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Le dernier que j'ai vu, c'est une histoire d'amour.
Et voilà. Et la deuxième chose pour laquelle il est aussi connu, c'est que donc lui, il est comédien, il a joué dans des séries Canal, donc en fait, il est repéré, voilà, mais il refuse d'être dans ce jeu de la tête d'affiche, qui a un gros levier commercial dans l'industrie du théâtral, si on peut parler d'industrie. Comme dans le cinéma d'ailleurs. Comme dans le cinéma, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on s'en doutait moins au théâtre. En fait, dans le théâtre, sans rentrer dans le détail, mais il y a théâtre privé, théâtre public. Quand on fait du théâtre privé, ce qui est le cas quand on est programmé, notamment dans les salles parisiennes, eh bien la tête d'affiche, c'est une garantie de s'y retrouver financièrement, de remplir. Donc, arriver à être installé dans le théâtre privé comme il l'est, sans jouer le jeu de la tête d'affiche, en défendant cet esprit de troupe, c'est assez fort. Très Molière, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai fait une parenthèse un peu personnelle, donc c'est une pensée pour Yannick, voilà, et par rapport au théâtre. Et donc je reprends, pardonnez-moi, cette incursion. Ok, super intéressant. Et puis merci pour ces précisions aussi sur théâtre privé et théâtre public, mais qui finalement on retrouve aussi dans plein d'autres domaines, et puis même dans l'art, enfin, avec toutes ces histoires de subventions. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. On va peut-être y revenir plus tard parce que tu disais tout à l'heure, justement, quand on faisait beaucoup de dossiers de subventions et puis toutes ces notes d'intention, etc., qui n'étaient pas forcément lues. Et donc, vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie... fait, on en avait marre d'écrire, d'être dans une forme de technicité. Donc, on avait envie de retrouver juste l'intuitif, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on a ouvert ce blog et on s'est bien marré. Et ensuite, on en a eu marre d'autres choses. C'est-à-dire que, donc on a fait, voilà, pour progresser dans l'histoire, on en a eu marre d'autres choses, c'est que chacune là où on en était, on avait l'impression de mettre des pièces dans un système qui tournait pas très rond. C'est-à-dire que typiquement, moi, en étant administratrice de prod pour des spectacles, je passais ma vie à faire des demandes de subventions qui, in fine, se ressemblaient toutes. Parce que pour toucher le maximum de guichets, il fallait qu'il y ait au moins 4 comédiens, au moins 6 semaines de répète. C'est bien s'il y a un musicien live, parce que tu peux toucher la spédidame. C'est bien si machin. Donc, du coup, comme d'habitude, le mode de financement influençait la création. Très juste. Et il n'y avait pas de créativité à cet endroit-là. Il y en avait sur le plateau, mais il n'y en avait pas du tout dans les modes de production. Marine, de son côté, elle avait l'impression d'écrire des notes et des recos, de faire des rapports et tout, qui, notamment quand tu travailles pour des collectivités territoriales de petite ou moyenne taille, sont assez soumises à l'aléa politique, personnel, intrapersonnel, etc. Si on caricature, si la femme du maire pense autre chose, peut-être que ta reco, elle va disparaître. Donc ça, on en avait marre. Et en fait, surtout, on percevait en tant que jeune femme, citoyenne, consommatrice, etc., qu'il y avait une énergie et une créativité ailleurs que dans le champ culturel. Et notamment à l'époque... Preach, mais oui, tellement, merci. À l'époque, beaucoup du côté des startups. Emmanuel Macron n'avait pas encore formulé la Startup Nation. Voilà, donc il n'y avait pas de récupération de ce côté-là, mais il y avait une vraie émulation. Voilà. Et donc ça nous a envie de faire autre chose. Et donc cette autre chose, on s'est dit, ok, on n'est pas d'accord, on n'est pas contente de ce qui se passe et de ce à quoi on participe. À quoi ressemblerait quelque chose qui nous enthousiasme? Et donc là, on s'est dit, on pourrait l'écrire, on pourrait réfléchir, on pourrait l'écrire. Donc on a écrit ce qu'on a appelé extrêmement pompeusement un manifeste. J'allais le dire, c'était votre manifesto, voilà, bien sûr. C'était notre manifesto, qui s'appelait Donnons de l'air AIR à l'art. Et sur lequel on a bossé avec une illustratrice, on a fait une petite campagne Kiss Bank. Enfin, ça fait vraiment dinosaure quand on raconte ça parce que ça n'existe plus. Mais voilà, et donc on a pu l'éditer. Donc c'était hyper chouette. On a travaillé sur le lieu idéal, qu'on a fait donc dessiner par Aline Rollin. Enfin, c'était vraiment, c'était un super moment. Et puis une fois que qu'on a eu l'objet entre les mains et qu'on a fait une grande fête très sympa, on s'est dit l'étape d'après c'est quoi? L'étape d'après c'est de créer ta boîte pour essayer de vivre vraiment et de concrétiser tout ce à quoi on aspirait, etc. Et nous, on était très frappés, là aussi, à l'époque, parce que c'était il y a plus de 10 ans, par l'énergie et les valeurs de la culture digitale
d'origine, disons, qui est la transversalité, le remix, l'open content, tout ça, qui, une fois que si tu les fais infuser dans la société, sont aussi d'autres manières de faire qui viennent bousculer notamment les schémas de production. Et donc tout ça nous semblait vraiment un matériau extrêmement intéressant à bosser. Et voilà, nous, notre envie, c'était d'embarquer le secteur culturel autour de ces sujets. Je pense que la première fois où on a facturé un acteur du monde culturel précisément là-dessus, c'était peut-être 6 ou 7 ans plus tard. Oh, mais non. Si. Mais comment ça se fait que c'était aussi long ? Parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, et là aussi pour rebondir sur cette question d'ouverture aux opportunités, en fait, les opportunités qui se sont ouvertes, ou là où notre enthousiasme a résonné, c'était plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'était plutôt les entreprises qui avaient besoin, parce que nous, on voulait faire des ponts entre secteur culturel, innovation, créativité, entreprise. Quand je dis secteur culturel, c'est les artistes, voilà. Mais entreprises du secteur privé. Et entreprises du secteur privé, parce que c'était aussi une manière de justement questionner ces modèles de production, etc. Et voilà. Et donc en fait, ça n'a pas pris. Enfin, je pense que le secteur culturel, ça a changé, mais n'était pas vraiment prêt à se poser ces questions d'innovation, de transfo, tu vois, dans les structures, voilà. En revanche, ça a pris du côté des boîtes. Et ça, du coup, nos premiers clients, voilà. Et donc, on a été plus sur comment est-ce que la créativité, qui est une compétence phare pour les organisations, qui, voilà, à l'époque, le mot valise, c'était innovation. Innovation. Et donc, en fait, comment est-ce que qu'est-ce que les artistes et les créatifs au sens large ont à nous apprendre et à partager sur ces questions d'innovation. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on est parti. Voilà. Et donc là, on a fêté nos 10 ans en juin. Entre-temps, voilà, on a fait plein de choses et on a fait aussi évoluer ça. 10 ans, bravo, hein. Ouais. Ouais, bah ouais, quand même. Ouais. Et je rebondis parce que tu parlais d'innovation et votre baseline, je ne sais pas si vous avez, enfin si elle est pour vous toujours d'actualité, c'est justement inspirateur d'innovation culturelle. Donc pour vous quand même, je dis pour vous même si tu es seule à mon micro aujourd'hui, mais pour vous deux, l'innovation, elle reste centrale dans tout ce que vous proposez, ce que vous... Oui. Alors, il faudrait peut-être qu'on questionne. En fait, c'est pour ça que je te pose la question. J'adore cette question. En fait, on est vraiment convaincus que tout ce qu'on vit, toutes les évolutions, toutes les transformations qu'on vit, sont des transformations culturelles. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, mais je ne sais pas, même une techno comme l'IA, sans le considérer comme un phénomène culturel. Parce qu'en fait, tout est dans tout. Et donc, si on adopte l'IA et si on ne questionne pas les ressorts philosophiques, les valeurs qu'il y a derrière un outil et derrière la manière dont on déploie cet outil, en fait, il y a des choses qui vont se passer. Voilà. Et après, on peut rejoindre les questions sur le transhumanisme. En fait, il y a très vite des questions d'éthique, notamment. Mais au-delà de ça, la manière dont sont construits nos outils, on le sait. Il y a des boucles de rétroaction sur la manière dont notre cerveau se structure, se reconfigure. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension riche et cette approche multiple des sujets. Et en ça, nous, on pose toujours, même quand on ne fait pas intervenir des artistes, etc., mais notamment toujours dans l'entreprise, voilà, cette manière d'appréhender un enjeu. Et ça, je pense que... Enfin, déjà, nous, c'est ce qu'on adore faire. Mais il me semble que c'est important. Et c'est aussi ça qui fait des artistes, des acteurs et des partenaires qui devraient être bien plus en cheville. Enfin, alors, ils le sont, hein, mais énormément en cheville avec tout le maillage de notre société. Parce que ce sont des penseurs, des faiseurs, des capteurs, voilà, qui défrichent. Je rebondis justement donc sur cet aspect de l'écriture, parce que tu en parles beaucoup. Vous écrivez à 4 mains, en fait, Marine et toi. Alors, Est-ce que vous faites accompagner et donc, tous ces textes-là, qui sont notamment donc, sur votre site, c'est là que moi j'ai évidemment beaucoup puisé,
Est-ce que, enfin, il date de quand? D'il y a 10 ans? Ou est-ce qu'ils ont, tu vois, j'aimerais un peu Tout qu'on à fait. parle de tout ce Euh, discours finalement. Effectivement, le texte, enfin en tout cas l'écriture formalisée, le manifeste, il date d'il y a plus de 10 ans maintenant. Euh, on n'a pas depuis entrepris d'autres gros chantiers de mise à plat ou de partage au monde. Voilà. En revanche, on le diffuse et on l'infuse un peu dans tous nos projets. On est, nous, parfois à l'endroit de la curation. Donc là, c'est aussi un espace d'écriture. Mais on est très souvent... Et d'expression. Et d'expression. Et on est très souvent en production ou en animation. Et donc là, en fait, aujourd'hui, ça se traduit plutôt dans notre manière de... En fait, on est un peu des ensemblières dans tous nos projets. Que ça soit à la production d'expo où on rassemble une curatrice, une équipe de scénos, enfin toutes les personnes du fabricant de la scéno, la direction technique, la médiation, etc. Donc là, on est ensembliers. Voilà. Et après, quand on est sur des événements dont on, notamment corporate, dont on assure le contenu, et bien là, on est des ensemblières de concepts, de pensées, de manières de voir les choses, où on va programmer, comme on programmerait une saison théâtrale, comme on ferait le chemin de fer d'un magazine, quelque part. Mais nous, on en fait des événements. On fait des expériences qui se vivent. Voilà. Et, quelque part, l'écriture, aujourd'hui, elle se joue plutôt là. On n'a pas, en tout cas, après, on a des espaces chacune personnels, mais en tant qu'agence, on n'utilise pas ce médium-là en tant que tel. Ok. Est-ce que vous n'avez pas non plus remis en question tout ce discours, tout ce narratif, parce que vous n'en ressentez pas le besoin ou par manque de temps? Ou un peu des deux? Je pense qu'aujourd'hui, si on décidait de reprendre le temps, effectivement, le temps est un enjeu. Aussi parce qu'on a envie de le prendre. Donc on choisit là où on met le temps. Est-ce que c'est dans des temps plus personnels? Est-ce que voilà. Mais aujourd'hui, si on se reposait un peu les mêmes questions, il y a 10 ans, on était très porté par, comme je te le disais, par ce qu'insufflait la culture digitale et ses valeurs sous-jacentes. Aujourd'hui, on est traversé, enfin habité en tout cas, par peut-être deux manières de voir les choses qui se répondent. Il y a la question de la responsabilité. Responsabilité des entreprises, responsabilité des artistes, responsabilité des êtres humains, d'être au bon endroit et de prendre nos responsabilités. J'adore. C'est une autre manière de traduire cette question d'engagement. Mais bien sûr. Voilà. Ouais. Et après, en réponse, ce qui nous anime aussi beaucoup, c'est cette question, si on le dit en mode coach, on dit tête, corps, cœur. Mais de comment on se met en mouvement, notamment pour prendre nos responsabilités, notamment vis-à-vis de la planète, de nos enfants, etc. Et cette mise en mouvement, c'est aussi ça ne peut pas passer par autre chose que le fait de comprendre qu'on est un mental et un cerveau, et qu'aujourd'hui, celui-ci, on le sollicite pas mal, mais qu'en fait, on ne se mettra pas en mouvement individuellement et collectivement si on n'est pas plus à l'écoute ou si on ne fait pas plus de place aux émotions, au corps, etc. Et ça, l'art, c'est un vecteur incroyable. Mais voilà, et je dis ça, pour moi, c'est vraiment du work in progress parce que je sais très bien que notre conviction, c'est que pour ça, l'art, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est une forme d'antenne à vibration, voilà. Mais tout en disant ça, au niveau personnel, par exemple, je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire. Je dis qu'on est quand même tous bien configurés pour passer d'abord, voilà. Et en plus de ça, quand on s'intéresse et on s'adresse à des entreprises, c'est encore un autre niveau de déconstruction quelque part. Voilà, où il faut passer par d'autres biais pour
que ça se vive, même si c'est pas, enfin, du coup, un peu en mode pirate, mais nous, tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire vivre à chaque fois, mais c'est pas ce qu'on vend. On n'arrive pas toujours à vendre à une entreprise, laisser de la place au corps et aux émotions de vos collaborateurs, tu vois. Bien on sûr. passe pour des hippies. Je sais, je connais. Ouais. Mais je trouve que c'est passionnant parce que c'est exactement ce grand écart parfois aussi entre notre vision et la réalité du marché, de voir aussi parfois, tu vois, enfin voilà, signer des contrats avec peut-être des entreprises dont les valeurs sont pas forcément très proches au début. Donc comment est-ce que moi, ça m'arrive beaucoup avec certains clients qui sont face à ces dilemmes, tu vois. Comment on fait pour y trouver son compte finalement? Est-ce que c'est juste un accord avec sa conscience ou est-ce que vraiment, profondément, et pour moi c'est ça tout l'exercice, quoi, d'aller trouver profondément ou alors de se dire, en fait non, c'est vraiment contraire à des choses tu vois, profondes et donc je ne peux pas accepter. Et c'est très dur, mais je pense que c'est important aussi d'avoir cette responsabilité, pour reprendre ce terme, qui est tellement important. Avant de revenir sur l'aspect corporate et vos clients, tu vois, voilà, toutes ces entreprises, j'aimerais revenir parce que je trouve que justement cette notion de responsabilité, vous l'incarnez pleinement, notamment dans ce que vous faites avec la Biennale Amour Vivant. Tu veux nous en parler ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc la Biennale Amour Vivant, c'est un projet qui est porté par Hélène Aguilar et Marie-Cassandre Bultel, qui ont cofondé avec Armelle Lalo une association qui s'appelle l'Institut pour un design soutenable. Cet institut, il a produit en 2021, 2023 et 2026. Je ne ferai pas de révélation avant que ça soit prêt, sûr, mais ça vient pour 2026. Des événements qui font un peu signal, qui est cette biennale, donc qui s'appelait Frugal en 2021, Amour Vivant en 2023, et voilà, et ça va continuer dans cet esprit-là, en tout cas, pour 2026. No spoiler. No spoiler. Et donc, ce que porte l'asso et ce qu'on est extrêmement heureuse de porter avec elle, c'est comment est-ce qu'on fait, et surtout, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà faire en sorte que nos lieux de vie, la manière dont on les construit, la manière dont on les habite, etc., soient des lieux qui soient respectueux du vivant, et donc ça veut dire respectueux de nous, de notre santé, et respectueux de tous les vivants non humains. Voilà. C'est porté par Hélène Aguilar, qui a ce podcast que je vous encourage à écouter aussi, Où est le beau, où elle questionne depuis plusieurs années et plusieurs centaines d'épisodes cette question du beau qu'elle a formulée à un moment donné par le beau sous contrainte planétaire. Et comment est-ce qu'on revoit nos imaginaires et comment est-ce qu'on nourrit notre désir aussi pour des choses qui sont justes. Voilà. Et au fur et à mesure de ces biennales, de toute l'action de l'association, il y a aussi un prix Amour Vivant en décembre dernier qui a permis de continuer d'accompagner des designers programmés pendant la biennale, qui, grâce à nos jurés, à nos partenaires, ont ensuite été invités à la Design Week à Milan, etc. C'est... Pardon, je reprends. Donc, l'enjeu de l'association-là, au fur et à mesure des années, s'est resserré, se resserre là sur la question notamment d'empreinte plastique. Donc, on parle souvent d'empreinte carbone. Ouais, c'est un outil de mesure et il est très important. Mais il y a aussi plein d'empreintes. Il y a la question de l'empreinte hydrique aussi. On en parle un peu avec l'IA. ChatGPT, enfin, on en parle un peu avec l'IA. Combien de litres d'eau oui, je ne vais pas dire des chiffres parce que mais questionnez-vous quand même sur est-ce que vous ne pouvez pas demander à Google plutôt que de demander à ChatGPT pour les choses simples. Petit tips. Et voilà, et notamment cette question avec un cahier des charges très exigeant, et c'est là où nous, à notre endroit, c'est aussi intéressant, à la prod, parce que encore une fois, tout est dans tout, donc comment est-ce qu'on applique cette exigence-là ? C'est d'essayer d'être dans une éco-conception la plus aboutie possible. Tout en restant conscient qu'on peut toujours faire mieux, mais qu'on est dans l'expérimentation. Exactement. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a des renoncements,
Voilà. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui réfléchissent à ces enjeux d'éco-conception. Oui. Et il y a des choses passionnantes à faire pour l'événementiel, mais pour la production d'objets de manière générale. Et l'architecture. Et l'architecture d'intérieur. Enfin, tu vois, moi, je travaille beaucoup d'archi, tu le sais. Et c'est une question qui est centrale, évidemment. Ah bah oui, et puis auquel il y a des réponses à chaque étape des projets, que ça soit en commençant par les terres excavées, puis le gros œuvre, puis etc. jusqu'à la découpure. Et voilà, donc c'est hyper intéressant et de manière très concrète. Donc la scénographie, c'est avant tout une scénographie de ce qu'on appelle de cueillette. Ça veut dire quoi, une scénographie de cueillette? Ça veut dire que plutôt de se dire je veux faire une simèse comme ci, comme ça, en bois, comme ci, comme ça, je vais identifier un gisement. Et c'est à partir de ce gisement, ou de ces gisements, voilà. Un gisement, ça peut être de différentes natures. C'est soit du mobilier ou des éléments scénographiques au sens large qui ont été déjà utilisés pour autre chose et que tu peux réutiliser, transformer, démonter, remonter, etc. Upcycler. Ouais. Et puis après, tu peux avoir un gisement de matériaux bruts. Ouais. Voilà. Et puis il y a aussi, tu peux détourner un matériau à un moment donné. Par exemple, en 2023, une partie de la scénographie était constituée de grumes. Donc les grumes, c'est les troncs des arbres une fois qu'ils ont été coupés. Tout l'espace qu'a fait ce qu'on appelait la scéno des vivants, c'était des grumes. Ces grumes, c'est des arbres qui ont été découpés tronçonnés, enfin bref, dans la gestion des forêts de la mairie de Paris. Ouais. Ce sont des arbres qui, à terme, sont transformés en copeaux parce que ça permet pour les espaces, verts, etc., etc. Et donc nous, on a détourné ces grumes, on les a tronçonnés au bon niveau pour créer des assises, des tables, un bar, et on les a détournées un moment, et puis ensuite on les a remises dans leur cycle de vie. Avant qu'elles soient justement exactement. On a fait un petit détour dans leur cycle de vie. Ok. Voilà. Mais ce détour a forcément eu un impact supplémentaire de transport. Non négligeable. Voilà. Non, mais tu vois, tout à fait. Je mets les pieds dedans, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc ça, après, c'est des arbitrages, des renoncements, où tu fais aussi avec le maximum d'informations à ta disposition, mais c'est jamais parfait. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est que je pense qu'en tant qu'être humain, on a horreur de l'incertitude, qu'on a tout un tas de biais cognitifs qui nous disent « t'es pas sûr, alors change rien ». Grave. Et du coup, on continue, on fait comme on avait toujours fait. Et ça, c'est assez compliqué. On fait comme on a dit. On fait comme on a dit. Voilà. Et ça, c'est assez compliqué, notamment quand on veut faire autrement, parce que là, je pense qu'on a un petit sujet de faire autrement sur pas mal de choses. Ouais. C'est qu'en fait, une part de nous n'a pas du tout envie de faire autrement. Et donc, non, c'est confortable. C'est une prise de risque. Même dans l'inconfort, on est confortable, bien exactement. sûr. Ouais. Voilà. Mais donc on a toujours l'impression de se dire mais je prends pas vraiment la bonne décision parce qu'en fait je suis pas en mesure de mesurer. Et quand on parle d'empreinte plastique par exemple, aujourd'hui la mesure de l'empreinte plastique c'est un gros sujet et c'est pas un sujet que peut porter toute seule une association qui repose sur des mécènes, enfin, tu vois, sur des fonds de mécénat, etc. Voilà. Mais donc pour terminer sur cette question de la biennale, à chaque fois et donc prochainement en 2026, c'est la mise en valeur d'une trentaine de designers, artisans, chercheurs, etc., qui développent et utilisent des matériaux ou des modes de faire qui permettent de remplacer ou de faire autrement sans empreinte plastique et donc en utilisant aucun composant qui soit issu de la pétrochimie. Ok, donc ça c'est l'enjeu principal pour 2026. C'est vraiment exactement. Et c'est de nourrir ça. Donc c'est une exposition avec la mise en valeur de ces matériaux et une grande attention à l'expérience de visite. Voilà, parce qu'on sait très bien aussi que pour être dans les bonnes conditions pour découvrir des nouvelles manières de faire, voilà, il y a ces questions de médiation aussi. De médiation, comment est-ce que l'espace fait médiation et comment il nous met dans les bonnes dispositions pour découvrir quelque chose. Bien sûr. Et puis après, il y a un programme de conférences, de soirées, d'ateliers, etc. Mais voilà, vraiment, le double enjeu, c'est typiquement sur l'empreinte plastique, il y a des choses qui sont invisibles
Nos intérieurs sont bourrés de polluants invisibles, mais comme on les voit pas, on fait comme, il est confortable pour nous de faire comme si ça n'existe pas, et on aère un peu de temps en temps. Donc comment on rend visible l'invisible pour sensibiliser, mettre en action, créer des déclics et tout, et en même temps comment on montre qu'il y a déjà plein de choses qui sont là, qui sont possibles, qu'il faut activer, dont il faut se saisir. Et là, c'est en partie la responsabilité de certains acteurs de s'en saisir, mais il faut donner envie, montrer que c'est possible, lever les freins et tout ça. Voilà. Et après, pour l'anecdote, de manière très concrète, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle des partenaires, par exemple Céno, qui ont des choses qu'on a envie de montrer, qu'on a des matériaux qu'on a envie d'intégrer à notre scénographie parce que ça a du sens, et vous les au-delà de la curation. Et alors, et du coup, votre colle, oui. non, je veux bien la ref. Et le vernis là, et du coup, ok. Et votre produit, comment vous le fixez au mur? Ah ouais. Et vous pouvez faire avec des clous? Ah, ça serait sympa d'essayer. Ça, c'est ça, tout le temps. Et c'est hyper intéressant. Quand en plus tu viens tu te prépares à faire des travaux chez toi, je te dis, t'es complètement matrixé. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Ok. Tu parlais de financement purement par mécénat pour la Biennale. Donc ça veut dire que même vous êtes rémunéré grâce au mécénat? Exactement. Ok. Et puis il y a surtout une énorme phase de frappe bénévole. Ah, voilà, déjà celle d'Hélène et Marie-Cassandre, qui sont extrêmement engagées dans ce projet, et puis de plein de bénévoles qui œuvrent à la com, qui œuvrent en back-office, sur la recherche aussi, parce qu'il y a un gros suivi de la recherche sur tous ces sujets pour ensuite en faire une traduction sensible. Et puis après, au moment de l'événement en tant que tel, il y a énormément de bénévoles pour la médiation, etc. Alors revenons au business un peu. Tu parlais donc tout à l'heure de vos typologies de clients. Vous avez donc quoi, à peu près 2 typologies de clients ou 3? C'est-à-dire que les associations, typiquement, par exemple, c'est ça? Alors nous, on fait un groupe. Comment vous faites? En gros, acteurs culturels, dans lesquels en réalité on met, il y a des associations comme l'Institut pour un design soutenable, comme Coal, etc., qui est un collectif sur les questions art environnement. Enfin voilà, donc il y a des assos. Et ensuite, il y a des acteurs comme des fondations, je sais pas, la Fondation Good Planet, la Maïf, qui est une entreprise, mais qui, avec le Maïf Social Club, a un tiers-lieu culturel, qui est un acteur culturel très important, au sens, voilà, de manière claire. Voilà, donc ça pour nous, c'est une première typologie de clients. Et la deuxième typologie de clients, c'est le monde plutôt corpo, dans lequel il y a des entreprises, mais on a quand même une petite fibre sur l'intérêt général. Donc on travaille très régulièrement pour la sécurité sociale, pour des filiales du groupe Caisse des dépôts, etc. Et donc avec ces clients-là, vous proposez, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu de réinsuffler de l'art et de la créativité au sens large dans ces entreprises, au sein des équipes, ce qui est un peu proche de ce que je peux proposer moi d'une autre façon. Je trouve que c'est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on se comprend tellement, on se sait, toi et moi. Mais je trouve que vous avez vraiment, je rebondis sur ce terme d'innovation, même si voilà, tu le trouves quand même galvaudé, et tu te dis que peut-être qu'on va changer la baseline finalement avec cette discussion. Mais c'est quand même très innovant, votre approche. En off, tout à l'heure, tu me disais que même, parce que je te demandais si tu avais déjà fait des podcasts, et tu dis, ben oui, j'en ai même proposé dans des voyages apprenants. Je trouve ça génial d'utiliser cet outil comme restitution. Donc, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que pour vous, justement, cette innovation, finalement, elle est essentielle? Mais j'ai l'impression qu'elle est essentielle, certes, pour vos clients et pour ce que vous proposez, mais aussi pour vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sinon, peut-être que c'est une projection de ce que je ressens moi, hein, c'est pour ça, parce que moi j'ai toujours besoin aussi de créer de la nouveauté. Je ne veux pas m'asseoir sur une recette toute faite qui fonctionne. Déjà, peut-être qu'elle fonctionne là et avec toi, mais que demain, même avec toi ou avec quelqu'un d'autre, elle ne fonctionnera pas de la même façon. Et d'avoir vraiment
c'est l'agilité qui est de plus en plus galvaudée aussi, mais tu vois vraiment cette ce feeling ce aussi. feeling, voilà, cette intuition de ce qui va marcher, quoi, comment, et cette liberté. Voilà. Nous, ce dont on se rend compte, c'est que la manière dont on conçoit nos événements et nos propositions, alors tu as raison, c'est aussi parce que c'est notre manière à nous de faire. Mais en fait, elle touche les gens et elle répond à un besoin parce qu'on s'adresse non seulement aux collaborateurs, mais aussi à l'individu, dans tout ce qui peut être. Alors, il y a d'une part, comme on le disait tout à l'heure, ce qui peut être, c'est-à-dire ses émotions, ses ressentis, etc. Mais aussi sa culture générale, qui il est en dehors du boulot, etc. Et donc, voilà, ça c'est parce que c'est notre manière de... Enfin, tout est très poreux pour nous. Quand une entreprise, généralement, ce à quoi on répond à un besoin de l'entreprise. Un besoin de l'entreprise, très souvent, même si c'est une entreprise engagée dans la société civile, qui peut faire plein de trucs, etc., qui réfléchit à son business model, c'est trop souvent un enjeu interne, organisationnel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que cet enjeu interne, donc je parle le management, la motivation, l'innovation, etc., comment est-ce qu'ils font écho à des enjeux sociétaux. Parce qu'en fait, c'est toujours le cas. Et donc, ensuite, nous, on fait la petite tambouille pour que tout ça, ça circule. Et donc, pour clarifier un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent, quand on conçoit un événement, nous, à la base, on vient nous chercher parce qu'on nous dit on veut un séminaire, on veut un team building, on veut une journée du personnel, on veut un COMEX, etc. Notre manière de répondre à ça, ça va de dire ok, c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre enjeu, et en fait cet enjeu il peut être nourri, élevé, etc. par un scientifique, un chercheur, un start-upper, un artiste, quelqu'un d'une autre boîte qui réfléchit sur les mêmes sujets ou qui a les mêmes enjeux, qui a répondu à sa manière. Enfin, comment est-ce qu'on se nourrit collectivement ? Et effectivement, nous, c'est réussi si en face, ça les a fait réfléchir et bouger, et si nous, on a kiffé notre journée. C'est ça, bien sûr. Après, ça nous arrive de sortir une journée en disant bon, enfin, tu vois, il y a des formats qu'on réplique, etc., bien sûr. Mais bon, on a quand même envie, nous, d'apprendre. Et ça, c'est quand même très chouette d'avoir un job où tu apprends tous les jours. Pour revenir un peu à votre binôme, Marine et toi, comment est-ce que vous avez défini un peu un champ d'action pour chacune, voilà, vraiment des rôles bien définis, ou est-ce que c'est un peu mouvant Alors, on joue beaucoup de notre interchangeabilité. Les Marines, Marine et Marine. Enfin, il y a un truc, voilà. C'est limite les sœurs jumelles. Il y a un binôme un peu signature, on le sait, et qu'on adore parce qu'on le vit comme ça aussi. Voilà. Mais clairement, en début de relation notamment, on prend les sujets, voilà, et je pense qu'en face, tout le monde ne sait pas toujours qui répond, mais c'est pas grave, tu vois, c'est une des Marines et on est à égalité de compréhension des sujets. Voilà, et ensuite, on n'est pas complètement des clones quand même. Donc, de manière très... Enfin, à deux niveaux, c'est-à-dire dans l'organisation de l'agence. Donc, l'agence, on est deux. C'est un parti pris. Bien sûr qu'on travaille en permanence avec d'autres. Oui, des freelances, des prestataires. Des freelances, etc. On a un directeur technique, c'est toujours le même. On a des personnes ressources dans la co-facilitation, animation des événements d'entreprise, etc. Donc, on a un écosystème et on accorde de l'attention à la manière dont on nourrit cet écosystème. Voilà, j'ai perdu mon idée, mais elle va revenir. On est deux. Donc, on est deux. Voilà, on est deux. On organise notre année, on a en gros 6 mois de l'année où on a des stagiaires parce que c'est des moments d'événements très près où on a besoin vraiment de présence terrain. Et c'est toujours la même chose chaque année, c'est ça que tu veux dire ? Vous avez vraiment des clairement, calendriers. il y a une saisonnalité. C'est-à-dire qu'on a, voilà. Et donc on est très heureuse à chaque fois d'accueillir ces stagiaires. Et je fais un petit coucou à Guillemette qui est partie il y a quelques jours. Et donc à chaque fois c'est des rencontres super et voilà. Qui sont des stagiaires de quel type d'école ? Fin d'études, stage de 6 mois de fin d'études.
Et c'est l'ICAR, l'IESA, Sciences Po, voilà. Donc com et exactement, voilà. com et management culturel. Voilà. En gros. Parce que ces stages, on va les chercher avec une dimension très prod. Très bien, ok. Parce que ça correspond à notre saison, notamment parce que tous les mois de juillet, besoins. on est à Avignon oui. pour le festival. On pilote un lieu pendant le festival, on pourra en reparler. Ouais. Bientôt un deuxième. Donc voilà, on a besoin de relais sur le terrain, même si nous, on est beaucoup sur le terrain. À deux, c'est aussi ça qu'on aime. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, comme on n'est que deux, on s'est réparti un peu les sujets, les fonctions support de notre petit binôme. C'est ça. Voilà. Sur une qui est plus suivi admin, etc. Donc c'est plutôt Marine, le lien avec notre expert comptable, par exemple. Moi, je suis plutôt sur les sujets outils. On les utilise toutes les deux, mais la configuration, le suivi, etc. Les enjeux, la présence très sporadique qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et tout, c'est plutôt moi, mais on est en train de repenser le sujet. Enfin, tu vois, voilà, donc il y a ça. Et après, sur les projets, sur la manière dont on est en ping-pong créatif sur les projets, là aussi, on n'est pas des clones, et heureusement, et c'est pour ça qu'on a des bonnes idées, et qu'on se challenge, et qu'on va plus loin, et que, par exemple, quand on réfléchit sur un projet, et notamment quand on réfléchit au pricing, généralement, celle qui amène le projet a envie de le faire, et donc elle sous-valorise parce qu'elle est dans la relation avec le client et que très du coup intéressant ça. Et celle qui arrive en renfort et donc ou avec un regard un peu plus extérieur dit non mais il n'y a pas moyen, voilà, nos prix c'est ça, donc on avance comme ça. Top. Et puis c'est ce ping-pong. Mais voilà. c'est ça qui est génial dans la force du binôme. Alors je rebondis, tu disais celle qui amène le projet. Vous prospectez vraiment chacune un peu de façon naturelle, ou est-ce qu'il y en a une plus que l'autre, et puis surtout est-ce que vous avez besoin de prospecter ou est-ce que tout vient à vous assez facilement aussi, c'est possible? Alors en fait je pense que je ne sais pas si on a besoin de prospecter en tant que tel, mais on a besoin de cultiver une présence à l'esprit. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le prend. Ouais, très bien dit. Et donc ça, typiquement, c'est un de nos chantiers là. C'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Avec la question derrière de se dire c'est quoi la juste manière de faire du commercial quand on est une agence, qu'on est deux et qu'on n'a pas envie d'être 15, mais qu'on a quand même envie d'être dans une forme de développement. Donc le développement, ça veut dire que soit on a envie d'avoir des projets de plus en plus gros, de plus en plus visibles, ou avec des gens de plus en plus sympas, ou en gagnant de plus en plus d'argent. Enfin, tu vois, il y a différentes manières de répondre à cette question. Ou ailleurs, c'était une de mes questions, c'est est-ce que vous avez cette volonté aussi peut-être de sortir un peu du territoire purement français pour vous développer? C'était une question que je m'étais notée. Ok, je peux y répondre. Là-dessus, on est plutôt ouverte aux opportunités sans être proactive. Ouais, très bien. Aussi parce que il y a quand même pas mal de spécificités aux écosystèmes culturels, notamment. Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai vécu à l'étranger, j'adore. Enfin voilà. Donc, bien sûr. Mais dans l'histoire de l'entreprise, ce que j'ai pas forcément raconté, c'est qu'on a créé la boîte. À l'époque, on a créé la boîte. Moi, je travaillais en parallèle pour un lieu d'innovation. Ouais. Donc, j'étais en sous-marin. Ensuite, je suis partie à l'étranger. Donc en Russie pour le travail de mon mari, ce qui m'a aussi permis d'arrêter de bosser pour quelqu'un et du coup de développer Artistic Bazaar, mais donc je l'ai développé en Russie. Voilà. Je suis entêtée. C'est ça. Donc j'étais en partie entêtée parce que j'étais en soutien sur des projets parisiens et puis en partie avec des projets sur place. Pendant la Coupe du Monde de football par exemple. Enfin, on a fait différentes choses. Et ensuite, quand on est revenu, moi je suis revenue fin 2019 et paf, Covid. Donc sur l'international n'a pas fait épisode où on parle pas de Covid. Ce qui est normal, parce que ça a été tellement, mais le Big Bang dans le monde entier, quoi. Que tu sois entrepreneur ou salarié, ça a été
Ouais. Forcément. Hein. Et donc, ça explique aussi que dans notre stratégie, on ne s'est pas dit on a envie d'étrangers parce qu'en fait, on a déjà eu un enjeu de continuité en France. Et ensuite, il y a autre chose, c'est qu'on est très habité par les questionnements écologiques. C'est pour ça que ma question, et que elle était ça peu amène loaded, peu de la complexité. Oui. Donc, en étant sur le territoire national, on évacue quelque part de manière confortable cette complexité. C'est bien d'avoir cette honnêteté, évidemment. Tout à fait. Mais après, c'est encore plus difficile pour se développer au sein d'un seul territoire, justement. Donc oui, d'augmenter les tarifs, de faire des événements de plus en plus gros, mais après, où est notre marge? Parce que plus c'est gros, plus tu as besoin aussi, évidemment, de faire appel à des équipes, etc. Enfin, il y a des histoires d'échelle qui ne sont pas forcément plus... et puis après d'avoir les épaules, vous les avez certainement, mais je veux dire, ça rajoute aussi une charge et une responsabilité. Ouais. C'est sûr que nous, faire du hors-site et tout, on adore. Donc, tu vois, le fait là, si je reprends un exemple, pendant l'UNOC en juin dernier, on était avec Projet Coal, donc cette association Art et Environnement, dans un ancien fort sur les hauteurs de Nice, entre Nice et Villefranche. C'est un fort pré-Vauban. Ah ouais. Donc voilà, tout en haut d'une colline. Dans laquelle on installait une exposition autour de la bioluminescence marine, donc des organismes vivants qui émettent leur propre lumière dans les grandes profondeurs, qui sont travaillés en labo dans des partenariats Art et Sciences, et où du coup il a fallu rendre ce lieu ERP dans le jargon, donc faire en sorte qu'il puisse accueillir du public en sécurité. C'est quoi l'acronyme ERP? Établissement recevant du public. Voilà. Que les œuvres soient acheminées, donc des œuvres avec des organismes vivants, comme je le disais, qu'elles puissent vivre pendant les 5 jours d'événements. Voilà. Donc, typiquement, faire des projets comme ça hors site où c'est compliqué, où il faut un peu imaginer, tu n'as pas d'eau, pas d'électricité, tu veux faire venir du monde, tu vois, il y a des petits sujets. Ça, on aime bien. Tu vois. On aime bien et c'est sûr qu'on saurait faire en Italie, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Tu vois. Voilà, mais donc pour répondre à ta question sur l'international, aujourd'hui, c'est pas, en tout cas, c'est pas une stratégie. Voilà, c'est pas un axe de développement prioritaire. Non, c'est pas un axe de développement prioritaire. Et ensuite, sur la manière dont on fait du commercial, nous, on a un enjeu de petite boîte que je partage en toute transparence parce que je pense qu'il est largement répandu. Oui. C'est que quand on est en prod, on est en prod et qu'on a du mal. En tout cas, c'est un enjeu que d'arriver à stabiliser la présence à l'esprit. Voilà. Et ensuite, il y a plein de manières de faire du commercial. Et là, on n'est pas, par exemple, on ne le fait pas exactement de la même manière et donc c'est très complémentaire. Mais c'est bien, voilà, exactement, c'est génial. Voilà, moi, j'adore, ça me nourrit d'être, par exemple, chez Wise Woman, d'être dans les événements, d'aller, les matinées Good Morning Impact, par exemple, organisées par Gabriel Larocque de la Galerie Larocque Granoff, d'être dans cette veille des événements, des formats, de rencontres de gens, voilà. Et donc, c'est indirect, mais c'est aussi une manière en tout cas, de faire du réseau au service du commercial. Bon, ça, j'invente rien. Et voilà. Et après, il y a l'autre manière qui est plus peut-être portée par Marine, c'est comment est-ce qu'on va fidéliser un client, comment est-ce qu'on va, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, dérouler un peu. Et comme on est à 400% dans ce qu'on fait, on a ça c'est une vraie force de travailler longtemps pour nos clients. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites en tant que binôme que tu as identifié et que tu sais que vous ne ferez jamais justement parce que... ou est-ce qu'au contraire, peut-être plutôt que les erreurs, mais j'aime bien aussi parler des erreurs parce que je trouve qu'elles sont tellement formatrices, c'est « you always learn from your mistakes ». Ou est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, par exemple, 3 piliers d'une bonne association, d'un bon binôme?
Tu y réfléchis, on y reprend après si tu veux. C'est clair. Non, alors, je sais pas si j'en aurais 3, mais... J'aime bien le chiffre 3, mais déjà 2, c'est bien. Ouais. La première chose qui me vient dans l'association pure, c'est que c'est une relation. Et comme toute relation, il y a des moments où on est aligné et ultra bien dans la relation. Il y a des moments où on l'est moins. Et c'est OK. Et comment on gère ces moments-là? On se parle plus. Non, pas du tout, pas du tout. Non, au contraire, c'est hyper important de se parler. C'est hyper important d'avoir ses propres rituels, de créer ses espaces, voilà. Nous, on adore, on passe nos journées à proposer des rituels aux gens, donc on se le fait assez simplement. Voilà. Là, par exemple, on travaille beaucoup avec un partenaire qui peut théoriser la marche empathique. Donc, on se fait une petite marche empathique lundi prochain, je te dirais ce que ça a donné. Génial. Alors déjà, moi, la marche, tu sais, hein, j'adore faire du coaching en marchant même, parce que le mouvement, il est vraiment tellement propice à la créativité, on le sait. Mais la marche empathique, génial. Donc ça doit être pour vraiment être à l'écoute de l'autre. Exactement, la marche empathique... Ce qu'on va tester en tout cas, c'est 20 minutes. Enfin, c'est chacun parle 20 minutes. Okay. Et on Mais vous avez un facilitateur, donc? Non. Tu pars en binôme. Ok. Avec un sujet. J'adore. Et tu n'interromps pas la personne pendant 20 minutes. C'est hyper long. Ok. Mais vous déterminez le sujet à l'avance? Vous devez... Ok. Par exemple, le sujet, c'est... Là, c'est la première fois qu'on va le faire en marchant. Ouais. Mais nous, toute la semaine, on se cale des points sur des sujets précis. Mais là, c'est vraiment se dire... Vous avez déjà déterminé votre sujet? Là, on a déjà déterminé le sujet. Okay. On s'est même dit, tiens, on a un sujet, on pourrait peut-être que la marche empathique est le bon format pour ça. Ok. Voilà. Et donc, chacune va présenter tout ce qu'elle a à dire, tout ce qu'elle ressent. Oui, puis je pense que 20 minutes, tu te laisses un peu porter par... c'est comme chez le psy, quoi. Mais c'est ça. Tu sais à quoi tu commences, mais tu sais pas sur quoi ça t'emmène. C'est très long, hein. Vous allez vous enregistrer? Ah non, je pense pas. On va se minuter, mais je pense pas qu'on s'enregistre. La vache. Ok. J'ai hâte. Et donc, il faut en parler, mais après, moi, je pense qu'il faut pas non plus parler de tout. C'est-à-dire que je pense que une des choses qui fait que notre association fonctionne, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, nous, on n'a pas été des copines de débrief de soirée. Et donc ça persiste dans notre relation. Donc, on se connaît très bien. Mais c'est assez cloisonné. Marine a fait chanter à mon mariage. On connaît chacune tous nos enfants. D'ailleurs, on a fait un séminaire artistique bazar. Enfin, pas un séminaire. On a fait un événement d'équipe où on a invité nos maris et enfants. On allait voir un spectacle ensemble, tu vois. Donc, voilà. Mais on n'est pas dans l'ultra quotidien. On n'est pas la personne à qui on laisse des vocaux WhatsApp pour vider notre sac. Alors, en revanche, quand l'une ou l'autre, on est sur un projet et qu'on a besoin de vider nos sacs sur les projets, parce qu'en fait, nous, comme on est des ensemblières, on se prend le stress de tout le monde. Bien sûr. Et donc, ça, on est la personne. Voilà. Mais dans le reste des champs de nos vies, non. Et ça, je pense que c'est aussi... c'est pas tant une cloison qu'une forme de fonctionnement implicite. Mais ça, je pense que ça fait aussi que... on n'est pas en charge et en décharge l'une de l'autre. C'est hyper intéressant. Ouais. Voilà. Ok, donc le premier pilier, c'était... C'était accepter qu'il y a des étapes dans une relation. Et donc ensuite, la communication, mais avec certaines règles au bon niveau, tacites, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Et alors le deuxième pilier, ce serait quoi? Ouais, je lâche pas. C'est chaud. Le deuxième pilier, c'est de savoir pourquoi on dit oui ou savoir pourquoi on dit non. Tu me posais la question des erreurs. On est toujours très fiers des projets qu'on a montés, menés à terme, etc. Mais parfois, on a eu des erreurs d'appréciation sur pourquoi on le faisait et sur ce que ça impliquait. Par exemple, pour faire le parallèle avec la typologie de clients, on ne travaille pas de la même manière avec une association
quand on est le partenaire rémunéré d'un projet bénévole ou une administration, voilà. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même posture, c'est pas la même énergie. Nous, on a tendance à mettre beaucoup d'énergie partout tout le temps. Ça aussi, c'est un sujet. Voilà. Voilà, c'est bien. Ce podcast, c'est mieux qu'une séance de Tu psy. Ou de coaching. Voilà, de coaching. Enfin voilà, donc ça, typiquement, c'est prendre le temps et accepter que parfois on dit oui et qu'on sait. Enfin, que ça soit un oui mais qu'on dise oui en conscience. Voilà, enfin c'est oui plus point de vigilance. Et voilà, et essayer de prendre le temps de tirer des enseignements. Voilà, Vous faites un débrief après chaque projet? On essaye. Et on essaye aussi de débriefer en cours. En cours, bah oui, voilà, pour ajuster. Voilà. Et puis aussi pour pas oublier, parce qu'en fait, notamment quand on est en production d'événements ou d'expos, etc., c'est des moments qui sont très intenses. Où on porte des bacs de sable et on tient un budget et on recadre un prestat. Enfin, tu vois, c'est très multi. J'ai fait de l'événementiel, je sais vraiment ce que c'est. Donc, tu vois bien. Ouais. Et donc, parfois, c'est important d'avoir du débrief un peu constant parce que sinon, t'oublies. Ouais. Et sinon, t'oublies. Et sinon, je trouve que le débrief de fin, t'as aussi une relecture. C'est un peu plus à froid, quoi, tu vois. C'est intéressant donc aussi. C'est intéressant. Et en même temps, on peut avoir des tendances à dire oui, c'était chaud, mais on l'a fait. En fait, on saurait le refaire, bien sûr. Ouais, mais en fait, si tu débriefes à chaud en disant en fait, j'en peux plus de ça. Ouais. C'est aussi se dire la prochaine fois, on dit non. Ou on le fait autrement. Ou voilà. Bah, ouais. Donc voilà, mais donc essayer de conscientiser. Nous, on est des fonceuses, on adore la prod, on adore être les mains dans le cambouis. En fait, c'est aussi essayer de prendre de la hauteur et du recul. En méta là-dessus. Ouais. Et là, j'essaie de réfléchir à un troisième. C'est déjà bien. Le troisième, je dirais, mais ça vaut aussi dans le couple. Donc, comme on est deux, ça s'applique forcément à ce couple professionnel. Parce qu'en fait, il faut se kiffer. Grave. Moi, quand je vois Marine intervenir, que ça soit des rendez-vous clients ou prendre la parole devant 150 personnes, etc., franchement, je trouve qu'elle gère grave. Mais grave, ouais. Je vois tellement ce que tu dis, mais c'est vrai. Et c'est vrai que dans le couple, je trouve que de s'admirer mutuellement, c'est hyper important aussi. Ouais. Voilà. Donc... pas mal, tu vois. Pas mal, j'ai réussi. Tu vois, je t'ai un peu poussée, mais tu vois. Hein. J'adore. Alors, on va justement un peu parler de Wise Women, puisque t'en reparlais évidemment. Tu es donc, toi, particulièrement impliquée, notamment pour l'appel à projet. Donc, j'aimerais que tu nous en parles. Et ce qui m'intéresse aussi, alors tu vas nous dire depuis quand tu es membre aussi, comment tu es venue à cette association, tu vois, comment tu es rentrée dedans. Parce que je trouve aussi que ce chemin vers Wise, il est très intéressant à chaque fois, ce cheminement, tu vois, qui te marraine, parce que voilà, on rentre forcément sur recommandation, tu vois. Et aussi, après, par rapport à l'appel à projet, je le dis maintenant, mais je te le redemanderai, c'est pour ne pas oublier ce que j'ai dans la tête. J'aimerais aussi savoir comment vous faites évoluer, si tu veux, même les modalités même de l'appel à projet en fonction de, tu vois, de votre lecture et de votre analyse des besoins et de la disponibilité finalement aussi des WISE quoi, au profit des candidats, des lauréates. Oui. Carrément. Il y a plein de choses, t'as vu ? Bon, vas-y, allez. Alors, WISE, c'est un cercle de femmes qui se soutient, cercle de femmes issues des industries créatives, qui se soutient et se met en valeur, etc. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est une asso qui a été créée il y a 7 ans, peut-être maintenant, je sais pas. Les membres fondateurs sont Séverine Redon, Maroussia Rebec, Anne Racine. Et aujourd'hui, c'est porté par, en tout cas, la présidente actuelle, c'est Coralie Marabel, avec Victoria Bacci et Magali Toreil, donc voilà, dans le petit trio de tête, de pilotage de l'asso.
C'est une asso qui est portée vraiment par des bénévoles. Il n'y a pas de structuration. Alors, il y a une personne qui en soutient un peu de la prod des dîners, mais voilà, c'est vraiment une association au sens premier du terme. Il n'y a pas eu d'institutionnalisation, etc. Et donc l'appel à projet, là on travaille la 6e édition. Moi je suis arrivée chez Wise parce que quand j'étais en Russie, je faisais partie d'un cercle de femmes, d'un réseau qui s'appelait Work in the City, qui est un réseau qui existe dans différents pays et qui est à chaque fois porté par des binômes de femmes. Donc c'est un réseau professionnel de femmes francophones. Ah voilà, j'allais le dire, c'est que des expats. Ouais. Okay. Et j'ai adoré ce réseau. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie ressource à l'étranger pour rencontrer des personnes, pour être dans cette dimension. Parce que quand on est femme d'expat et qu'on veut bosser, et je pense qu'il y a des pays qui sont plus ou moins simples pour ça. Tu pars en Angleterre, tu pars à Bruxelles, tu pars en Espagne, tu bosses, tu te poses pas trop. Enfin, plus ou moins la question, en tout cas, c'est simple. Il y a des pays plus compliqués. La Russie fait partie de ces pays-là, je pense. Voilà, donc ça a été une immense ressource. Et quand je suis rentrée, j'avais envie du coup de me retrouver un petit crew. J'ai pas mal. Donc t'as cherché en fait. Ouais. Ah ouais. J'ai cherché. Et ce qui m'a plu chez Wise Woman, et la raison pour laquelle je suis entrée en contact, c'était ce côté give back. Pardon pour le franglais, j'écoutais l'épisode précédent, je vois que je suis tout à fait à l'aise sur le sujet du coup. En fait, give back, c'est vraiment redonner en retour de ce qu'on reçoit. Voilà. Et se dire qu'on n'est pas là que pour boire du champagne entre Parisiennes. Exactement. Et je crois aussi... que c'est... Ouais, pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi, vas-y. Pardon. Et non, mais là, on n'est pas là que pour boire du champagne entre Parisiennes, mais aussi pour ouvrir le cercle. Et l'ouvrir, ça veut dire, il y a plein de manières de le faire, mais notamment aux plus jeunes, pour l'insertion professionnelle, mais aussi aux personnes éloignées de la culture. Voilà. Et là, pour l'ouverture hors Paris, Charlotte vient de créer l'association créée, pilotée par Charlotte Brunet, Wise Women Sud. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Basée à Marseille, mais qui rayonne vraiment. Et justement, je rebondissais sur des Parisiennes qui boivent du champagne. En fait, c'est tellement pas ça. Justement, c'est ça que j'ai adoré quand je suis venue la première fois. Parce que le fondement de l'association, c'est de donner, finalement, en retour. Eh bien, tu sens que tout le monde est là avec une totale sincérité. Tu sais, les masques tombent. Justement, il n'y a pas cette posture de la Parisienne, créative. Pas du tout. Et il y a quelque chose, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai convié Isabelle Dahéron, que tu connais aussi évidemment très bien. Tiens, d'ailleurs, on va rebondir sur votre collaboration après, parce que je trouve que c'est très intéressant aussi. Et Isabelle, c'est donc une artiste et designer avec qui je travaille depuis plusieurs mois. Et vraiment, je me suis dit que c'était une association pour elle, parce qu'elle a des valeurs tellement fortes aussi, qui sont les mêmes que Wise, tu vois, que je savais que ça lui plairait. Et voilà, en effet, elle est venue, elle a adhéré tout de suite parce qu'elle a aimé cet esprit, ce mot de sororité qui est hyper à la mode, ou d'adelphité, voilà, sont importants. Et moi, à la base, je le dis souvent, à la base, je ne voulais pas rentrer dans un réseau purement féminin parce que je trouve ça un peu fermé, mais... en fait, on en a besoin parce que les mecs, ils nous ont pas attendus pour créer leur réseau, tu vois. Et surtout, je trouve que ça fait tellement de bien d'être dans un espace où tu peux parler totalement librement des challenges, mais aussi de ton ambition, sans être regardé de travers ou de haut, etc. Et au contraire, de dire, attends, tiens, et de créer des vrais ponts, ou pas, mais juste d'être là et de kiffer, pour reprendre ce terme que j'adore employer aussi. Voilà. Et ça, moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans l'esprit Wise. Et il y a un engagement, c'est-à-dire que quand tu signes, tu t'engages à être disponible pour du mentorat, notamment si tu es sollicité par les lauréates de l'appel à projet, mais aussi pour être sollicité par qui que ce soit au sein du réseau. C'est ça. Et pour moi, c'est important. Tu t'engages qu'en connaissance de cause, tu vois. Oui, c'est vrai que moi, le premier dîner que j'ai fait, ça tient à pas grand-chose parce qu'en fait, il y a pas non plus ça n'a pas été processé.
Tu vois, on n'a pas de modalité de mise en relation, on ne fait pas de speed dating, enfin, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu impalpable qui est agréable, qui fait du bien. Là, on est toutes les deux, tu me poses plein de questions, donc je pense que ça peut donner comme si tout ça était très évident, parce que bien sûr, je te formule les choses, j'espère, le plus clairement possible. La réalité, comme tu le dis très bien, c'est que c'est fait de moments compliqués, etc. Et que pouvoir les partager, c'est effectivement chouette. Et donc, c'est là aussi que prend tout son sens l'appel à projet, parce que c'est aussi de partager notre expérience et de pouvoir dire, il peut vous arriver ça, ou plutôt que de faire ça, je te conseille parce que finalement, j'ai déjà un peu vu ça et ça te fait gagner du temps, tout en te laissant faire ta propre expérience, parce qu'on le sait, c'est quand même hyper important. Donc, parle-nous un peu plus en détail de cet appel à projet. Bien sûr, l'appel à projet, il a été créé il y a 6 ans maintenant, donc notamment par Séverine Redon, avec l'envie de soutenir l'intégration, l'insertion professionnelle dans la diversité des champs de la création. Alors, ça a pris plusieurs formes qui ont évolué. Jusque-là, il était ouvert aux jeunes diplômés et aux femmes en reconversion. Je dis femmes, mais ces personnes s'identifiant comme femmes. Et donc, aujourd'hui, on a 4 catégories qui sont aussi à l'image du vivier des WISE, qui sont art contemporain, image et cinéma, édition et médias et mode et design. Par exemple, aujourd'hui, l'angle mort, ça pourrait être un peu le spectacle vivant, mais le réseau est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de ressources pour qu'on soit à même d'avoir un accompagnement. Voilà, l'ambition de cet appel à projet, c'est d'accompagner des femmes dans un projet donné. Donc, c'est pas sur l'ensemble d'une pratique, c'est un projet donné. Ce projet peut être artistique ou entrepreneurial. Et de créer autour de ces projets des mini-cercles. WISE, c'est un grand cercle, et là, on fait une espèce on essaye de faire des mini-cercles pour, en fonction de là où en est le projet, mettre sur la route de ces femmes des membres du réseau ou de l'extérieur du réseau, enfin on fait jouer le réseau du réseau, quoi, pour qu'elles avancent et qu'on vienne répondre à leurs besoins du moment. Ces besoins, ils sont toujours hyper variés en fonction des projets, des catégories, puis de là où en est la lauréate. Voilà. C'est un appel à projet qui est mouvant. Par exemple, on adorerait que demain, il soit renforcé d'une dotation. Voilà. Bien sûr. Pour qu'il y ait non seulement de l'aide en compétences, en réseau, en énergie, en soutien, mais aussi de l'aide sonnante et trébuchante. Et voilà. Et donc, à chaque fois, on essaye on se questionne, en tout cas, sur le juste positionnement. Moi, ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'association. Ça fait 2 ans, c'est la 2e année que je suis en partie sur l'appel à projet. Ouais, que tu pilotes vraiment, tu coordonnes. Exactement, mais je suis vraiment pas toute seule du tout. Il y a d'une part des coordinatrices pour chaque catégorie. Voilà. Donc Séverine Morel, image et cinéma, Marie Schneier sur édition et médias, et puis Tiffaine Deguel sur mode et design en soutien avec Clémence. Donc, et moi je m'occupe de l'art contemporain. Donc chaque coordinatrice, déjà, elle est dans son expertise aussi sur les différents secteurs. Donc, elle en a une vision fine de l'écosystème et puis des enjeux. Et voilà, donc ça, on travaille par catégorie. Et ensuite, le bureau est aussi beaucoup en soutien, sur les questionnements, les arbitrages, etc. Ce qu'on teste cette année, c'est de resserrer sur l'émergence, c'est-à-dire les jeunes diplômés. Jusque-là, c'était flou. Là, on a mis une date limite. Donc, c'est jusqu'à 3 ans après son diplôme. C'est vraiment une expérimentation dans le sens où poser une limite, c'est aussi exclure certains profils. Donc, on se questionne forcément là-dessus. On ne peut pas aider tout le monde. Et donc, la question qu'on s'est posée cette année, c'est si on analyse les projets lauréats des années précédentes, la réalité, c'est qu'on soutient principalement, largement, majoritairement, des projets de jeunes diplômés. C'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait mieux accompagner ces projets ?
Voilà. Et donc en se reconcentrant et donc en étant un peu plus... En se reconcentrant et du coup en essayant de tisser des liens entre aussi les projets lauréats avec des lauréates, des jeunes femmes qui peuvent avoir des besoins similaires parce qu'elles sont à un endroit partagé de leur parcours. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place cette année. Peut-être qu'on fera autrement l'année prochaine. Moi, un des enjeux à l'analyse des dossiers l'année dernière, un des enjeux que j'adorerais adresser, mais comme tu disais justement tout à l'heure, il y a une question de ressources. C'est plutôt la question du milieu de carrière. Enfin, je pense que là, il y a un vrai besoin. Ouais, tellement d'accord, c'est vrai. Ouais. La réponse qu'on y a apportée, en tout cas, qu'on y apporte cette année, exactement, qu'on y apporte un peu cette année, c'est que pour moi, le milieu de carrière, c'est un moment particulier. Et donc, par exemple, je trouve que être sur ce sujet-là sans avoir de dotation financière, c'est un sujet. Enfin, est-ce que c'est ça, voilà. Il y a plein d'autres manières de répondre à ça. Et puis, on est une asso avec que des bénévoles. Et donc, aujourd'hui, on accélérera plus simplement des projets de jeunes diplômés avec les ressources qu'on a à disposition, qui sont principalement notre temps et notre réseau. Voilà, donc on aura un effet, si on questionne les effets, donc les bénéfices. Je pense que le pari de cette année, c'est de se dire qu'on aura des effets plus importants en se concentrant sur les jeunes diplômés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres enjeux auxquels on pourrait pas répondre. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et justement, je trouvais intéressant, tu m'avais appelé il y a quelque temps en me disant écoute, je t'appelle parce que tu es souvent sollicité par les lauréates. Et ce que moi j'adore, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure. Si j'ai signé, c'est aussi parce que j'adore ça. Pour moi, le mentorat, il est primordial parce que c'est une façon de give back, justement. Et aussi parce que en moi, j'ai vachement ce côté, tu vois, pédagogue, de transmission. Enfin, donc j'aime ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, ça va bien, tu vois. On n'a pas tous ce logiciel-là. Moi, vraiment, j'adore ça. Donner des conseils. Et puis en plus, c'est inhérent à ma pratique, tu vois. Donc, et c'est vrai que j'ai trouvé très intéressante notre discussion parce que tu vois, on a un peu échangé là-dessus et je te disais peut-être que ça pourrait être intéressant un peu de les mutualiser parfois. Et là, vous avez eu cette super idée de faire un peu plus une journée. Donc ça, on ne va pas en parler trop parce que c'est encore confidentiel. Enfin, l'annonce viendra plus tard. Mais je trouve ça super justement aussi d'avoir cette liberté, encore une fois, de créer quelque chose. Tu le disais, c'est très mouvant. Voilà, on voit que ça marche peut-être pas comme ça. On va encore essayer quelque chose. C'est le fameux test and learn, tu vois, j'adore. Et je trouve que c'est très intéressant aussi et enrichissant de faire partie de ce processus, tu vois, et de dire oui, tiens, je vais essayer, allez, ok, et oui, je donne de mon temps, mais encore une fois, j'ai signé en conscience, quoi, tu vois, c'est voilà, pour moi c'est important. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup ressenti aussi chez India. Tu sais, j'ai travaillé près de 9 ans aux côtés d'India Madhavi, et India, elle adore rencontrer des jeunes, des étudiants, mais même, tu vois, elle aime cette fraîcheur de la jeunesse dans ce que ça va t'apporter toujours justement pour un peu te faire sortir de... T'aiguillonner un peu. Oui, tu vois, genre, ah ouais, mais attends, maintenant on fait comme ça, nous on pense comme ci, on pense comme ça, mais attends... Et justement, d'avoir toujours cette ouverture à la nouveauté aussi. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, je reste pas purement sur mes acquis, dans mon petit truc. Moi, ça marche comme ça, c'est super. Non, d'aller échanger aussi et de voir aussi les questionnements tu vois, des jeunes diplômés. C'est hyper... c'est un signal aussi de notre société. Enfin, tu vois, ça te donne un vrai baromètre. Donc, je trouve que de toute façon, ça fait du bien aussi, tu vois, pas juste de donner des conseils et d'être là en mode je suis pas en posture haute, justement, du tout, mais aussi d'être tellement dans cet échange. Tu vois, pareil, Camille Chiredou, tu vois, que j'adore, qui a été lauréate mode et design. En fait, j'ai fait une vraie rencontre avec elle, tu vois, et c'est génial de ressentir et de recevoir aussi à ce point-là
cette énergie. Parce qu'aussi, on n'a forcément pas la même énergie quand on sort, tu vois, quand on est un peu jeune diplômé, ou quand on a, tu vois, moi j'ai 27 ans de carrière. C'est sûr que c'est pas la même chose. Et c'est génial de pouvoir créer ces ponts avec autant de naturel et de bienveillance. Encore un mot un peu galvaudé, mais qui a son sens. Je te rejoins tout à fait. Et pour rebondir, je dirais que moi, ce qui me passionne aussi, c'est de... Aujourd'hui, on est tous dans des bulles. Renforcés par les algos et tout, mais voilà, même quand quand on veut être tête chercheuse dans le champ culturel, comme j'essaie de l'être, on est tous dans des bulles. Et du coup, c'est toujours très riche. C'est ce qui se passe chez Wise de manière générale. On est tout un peu dans nos univers, dans nos affinités, etc., dans nos écosystèmes. Mais en fait, quand tu fais rentrer des jeunes diplômés, voilà, percevoir quelles sont les références, les artistes qui comptent, les faits marquants, etc., ça vient un peu percuter toi, parfois ta grille de lecture, etc. Et ça, c'est vraiment... c'est intéressant, important au-delà de l'intergénérationnel. Mais avec des jeunes diplômés, c'est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton réseau, tu dis, ça, c'est une personne importante, intéressante, etc. Et donc, tu donnes accès. Et puis, en retour, tu découvres aussi plein de choses. Mais oui. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, tu vois, l'aspect réseaux sociaux. Tu me disais que justement pour Artistic Bazaar, pour l'instant c'est plutôt toi qui l'alimente, mais vous êtes un peu en réflexion. Vous pensez à quoi en fait? Vous allez peut-être faire appel à quelqu'un pour genre community manager ou est-ce que, comment vous... Et c'est un besoin ou c'est une envie ou c'est les... En fait, plus que s'interroger sur qui le fait, comment, etc., c'est plus aujourd'hui, on est dans un monde d'image, de présence. Je vais pas sortir des choses un peu bateau. Et nous, comme on a envie plutôt de décrypter, on n'a pas forcément spontanément, on a une forme de recul, en tout cas, sur le fait de contribuer. Parce que en contribuant, à quoi tu consens? Donc on a un peu une forme de frilosité. Ça pose aussi la question de à quoi tu participes, la porosité entre la vie perso et la vie pro, l'intime, voilà, tout en étant par ailleurs convaincue. Moi, je suis une grande consommatrice de podcasts, de réseaux sociaux, etc. Donc je consens aussi, je participe aussi bien sûr, que l'intime est politique, qu'on a besoin de rôle modèle, qu'il faut déconstruire les images de la réussite et aussi faire de la place à la vulnérabilité et à la difficulté, etc. Dans ces espaces-là, c'est hyper important. Et aussi, c'est un relais commercial, pas la vulnérabilité malheureusement, mais la présence. Donc tu vois, il y a un peu ces espèces d'injonctions contradictoires où là, on réfléchit, mais de manière très spontanée, intuitive, à quelle est la juste manière pour nous d'exister, parce qu'on sait qu'il faut exister et qu'il faut le faire plus que quand j'ai 5 minutes pour poster 2-3 images un peu pourries de la dernière expo qu'on a mis tout notre cœur à produire, mais que du coup, tu vois, il y a cette espèce de truc. Voilà, donc c'est ça sur lequel on se questionne en tant que binôme aussi, c'est-à-dire le faire ensemble. Voilà. Tu sais, il y a un conte que j'adore, je ne sais pas si tu connais, I can't afford this, but maybe she can. Tu connais ou pas? Ah, je vais te l'envoyer, qui est co-curaté justement par Malika Favre, qui est une illustratrice que j'ai interviewée dans le podcast que j'adore, et George Wu, qui est donc qui est une amie, et puis elles ont travaillé ensemble, qui elle est à Londres, Malika elle vit à Barcelone. Et en fait, elles ont créé ce compte à l'époque du Covid parce que, tu vois, en gros, elles trouvaient plein de trucs. Et puis, c'est George qui a, avec ce nom, tu vois, genre, tiens, moi, je peux pas me l'offrir, mais peut-être elle peut. Et puis, donc, des recherches d'objets. Et c'est devenu un compte d'une grande influence. Maintenant, elles ont collaboré récemment avec Piazza, tu vois, la maison de vente. Génial. Voilà. Et en fait, elles sont justement à deux sur le compte et chacune parfois ça va être, elles vont signer à chaque fois
tu vois, j'aime bien. Je te donne, Merci. par exemple, voilà ce qui peut fonctionner. Alors vous, c'est Marine. Et Marine. Marine B, Marine U. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que, tu sais, on parle beaucoup d'incarnation, c'est important. Et en effet, de plus ressentir finalement qui est derrière d'une façon un peu plus personnelle, même si vous avez chacune vos comptes respectifs. Et d'ailleurs, tu en parlais au tout début de cet entretien. Et tu parlais de aussi comment moi je te suis sur Instagram, même ton compte perso. Tu partages tes aquarelles. On sent qu'il y a à la fois, c'est ta vision, mais il y a aussi beaucoup d'engagement politique, sociétal. Enfin, ça, c'est important pour toi dans tout ce que tu dis et ce que tu produis, voilà. Bref. Mais je trouve que c'est important, oui, c'est une très bonne piste de se dire, bah tiens, peut-être que on va faire des posts un peu plus comme votre blog, finalement, tu vois, de retrouver cet esprit originel d'Artistique Bazar. Ça peut être intéressant intéressant de le faire évoluer comme ça. Parce que vous avez quand même une belle communauté, je crois, de mémoire. Je suis pas très au point, tu vois. C'est te dire à quel point Mais en tout cas, il y a tout. Ouais, il y a tellement de leviers. Enfin, je sais que moi j'ai fait pas mal évoluer. J'ai fait vraiment évoluer mon compte Instagram et en ce moment je fais un coaching pour LinkedIn. Génial. Tu vois, parce que je trouve que c'est important aussi de se former, parce que c'est pas des outils que je maîtrise, tu vois. Et LinkedIn, j'aime beaucoup aussi. C'est une autre plateforme. Instagram, les gens lisent plus. LinkedIn, oui, ils se mettent plus à lire. Donc, tu vois, moi qui aime quand même communiquer par écrit aussi et pas que par visuel ou par audio, tu vois, j'aime bien tous ces médiums d'expression. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, c'est une bonne piste. En fait, autour de ça, il y a la question du temps qu'on a envie d'y consacrer. Ouais. Et il y a la question de l'articulation, comme tu le soulignais, agence et individualité. Non, mais quand on est une petite agence où on assume et on adore développer des relations intuitives passionnées, voilà. Et ensuite, il y a cette question aussi d'être au juste endroit sur ces plateformes comme relais commercial. Est-ce qu'en fait, ça a un intérêt de présenter des offres ou pas du tout? Et en même temps, tu vois, c'est comment tu fais exister une offre marketing, etc. et où tu es vraiment dans la démarche de vente. Et en même temps, tu racontes ce que les gens ont envie au fond de suivre, c'est-à-dire faudrait qu'on en reparle en off. Voilà, en Coupons off. tout ça. Mais mais juste pour répondre à ça, je pense que tant qu'il y a la subtilité qui est inhérente à qui vous êtes, tout se passera bien. Je parlais d'India tout à l'heure, il y a une de ses quotes que j'adore, qu'elle m'avait dit à moi au téléphone. Hein, tu sais, je notais toutes ses quotes. C'était bien avant Loïc Prigent, je lui ai fait 8 tomes de ses quotes. Et une fois, elle m'a dit, tu sais Lily, il n'y a rien de plus beau que la vérité. Et c'est toujours beau quand c'est sincère. Et je pense que dès lors que la sincérité est là, ça peut que transparaître et donc être juste. Tu vois ? Donc, si tu te dis, alors, est-ce qu'il faut mettre une offre commerciale ? Non, en fait, non. Je pense que c'est plutôt à l'inverse qu'il faut fonctionner, c'est-à-dire se dire, OK, en fait, comment est-ce qu'on a envie de communiquer sur ce réseau ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur ce réseau ? Et ensuite, tout va découler. Et le jour où vous parlerez éventuellement d'un événement ou d'un truc, là, on pourra vous contacter, tu vois ? C'est plutôt de ne pas avoir cette arrière-pensée. Ah, bah, il faut absolument vendre. Comme quand tu fais du réseau. Il faut absolument que je prenne plein de cartes de visite. Bah non, en fait, c'est juste... Tu vois, tu sors, tu rencontres quelqu'un, tu es dans l'ouverture. Moi, je n'arrête pas de conseiller à mes clients de sortir de l'entre-soi. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de faire du réseau dans son propre réseau,
Tu me diras, bah, Wise, c'est ça. Non, justement, Wise, c'est hyper large comme milieu. Oui, et moi, je connais pas du tout le monde, Et alors bah, que voilà, ça fait 3 ans que j'y moi vais. non plus, parce qu'en plus, tout le monde ne vient pas aux mêmes événements en même temps. Enfin, tu vois, Mm. il y a, je sais pas, 500 membres, je crois. Non, un peu moins, un peu Un moins. peu moins, Mm. bon. Mais tu vois, même, on se connaît pas toutes. Donc, mais alors que si tu te dis, ah bah tiens, là, j'ai l'opportunité d'aller faire un truc qui sort complètement Bon, bah voilà, j'y vais en ouverture et curiosité. Et c'est là. Enfin, vraiment, moi, le nombre de fois où j'ai raconté cette histoire, j'en avais même fait une newsletter. Tout a commencé dans une buanderie où j'ai rencontré une nana, tu vois, au Club Med, quoi, dans une buanderie de Club Med. Et en fait, au final, elle bossait chez S-Mode et c'est comme ça que je me suis retrouvée à animer, Très drôle. tu vois, 4 jours de formation pour les enseignants S-Mode. Pardon, mais tu vois, donc c'est justement aussi juste d'être ouvert. Everything happens for a reason, tu vois. Donc, je trouve que tout ça, tant que tu le fais pas d'une façon vraiment un peu naturelle et de se dire, parce que vous avez des choses à dire et vous le dites très bien. Donc en plus, vous n'avez même pas besoin qu'on écrive pour vous. Vous le faites vous-même. Tu vois, c'est génial. Mm. Donc faut en profiter. Mais je pense qu'il faut reprendre un peu le contrôle de votre compte. Et que ce soit l'une ou l'autre qui prend la parole comme elle le sent, tu vois, à sa façon. Mais je pense en effet que vous pouvez vraiment le faire évoluer, c'est clair. Mais bon, bref, là, c'est... Mm. Je pense que c'est aussi en lien, et peut-être que ça fait écho chez d'autres, c'est pour ça que je le partage, mais on fait beaucoup de choses. Ouais. On fait beaucoup de choses très différentes. Bah oui. Parce qu'en fait, là, on n'est pas rentré dans le détail, mais on est organisme de formation, on fait des voyages apprenants, on emmène des collectifs en immersion dans un sujet. On a aussi développé avec Isabelle Daéron, que tu citais tout à l'heure, un atelier de sensibilisation aux enjeux carbone dans l'entreprise qui s'appelle Atelier Milton. Yes. Et où là, pour faire le lien, comme c'est un produit, donc Isabelle a créé et a dessiné un jeu de cartes très beau qui permet de découvrir les actions avec un impact positif ou négatif sur le bilan carbone d'une entreprise. Donc autour de ça, nous on anime des ateliers, on a un réseau d'animatrices, etc. qu'on peut déployer en entreprise. Donc ça, typiquement, c'est un produit. Et ce qui a été intéressant pour faire le lien avec le commercial, c'est que ça nous a un peu bousculé. Mais oui. Parce que dans la manière de faire du commercial, tu fais pas la même chose, tu fais pas de la même manière quand tu es une agence ou quand tu vends un produit ou un service. Et je pense que le fait de développer ce produit, c'est aussi, ça nous a challengé et ça nous a aussi mis dans une espèce de boucle, une forme d'injonction à l'efficacité. Aujourd'hui, quand tu veux un produit, les outils contemporains font que tu fais de l'automatisation, de l'acquisition de leads, et que c'est hyper intéressant. Ne pas s'y pencher, c'est être dans sa bulle, parce que c'est la réalité de la manière dont on nous fait consommer aujourd'hui, de manière plus ou moins habile. Mais voilà, il suffit d'être sur LinkedIn pour savoir combien de personnes nous rajoutent et nous parlent. Voilà. Et que l'IA a plein de potentiels extrêmement intéressants, mais que parfois c'est un petit peu humainement fatigant. Ouais. Donc ça, c'est la réalité du commercial quand on vend un certain type de produit. Et qu'avec Milton, on a mis en place des outils intelligents, voilà. Et que du coup, forcément, ça vient questionner la manière dont tu le fais en tant qu'agence, et qu'aujourd'hui, on se dit, on a testé des choses, etc. Et on se dit, un peu en écho au conseil que tu me donnais, que non, il faut assumer. Artistic Bazar n'est pas un produit. On fait plein de choses. On s'interdit absolument de ne pas aller quelque part. On s'interdit, tu m'as compris, sur la double négation. Double négation, donc on s'autorise à aller absolument partout où on veut. Ça, c'est du commercial, de toujours dire en positif. Bah oui. Exactement. Ça, c'est mon côté retail qui ressort, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, on s'autorise à aller partout où on veut sans se mettre de limites. Pas de censure. Pas de censure. À part vos valeurs. Voilà. Et donc on n'est pas un produit, en fait on est nous. Donc c'est ça qu'il faut qu'on retraduise un petit peu dans une présence en ligne qui va rester à notre échelle, tu vois. Bien sûr. Encore une fois. Et justement, vous pouvez tout vous autoriser aussi grâce à votre nom.
Tu vois, le bazar. Ah oui, c'était assumé dès le départ. Ouais, Ben ça, voilà, c'est sûr. c'est vrai. Et vous le dites dans votre manifeste sur votre site. Voilà, il y a tout un texte qui est très très chouette que voilà que je vais pas lire, mais que j'ai noté. Et ça termine par et pour tout ça, il nous fallait bien un bazar. Et j'adore cette phrase parce qu'en fait, c'est aussi assumé finalement. Ça montre bien. C'est un peu le bazar, mais c'est très vertueux. Et ça permet de créer des ponts, et ça, c'est ce qu'on adore faire. Exactement. Et c'est chouette d'avoir gardé quand même le même nom que votre blog depuis, tu vois, et d'avoir toujours ce même nom depuis 10 ans. Ouais. 10 ans, c'est beau, hein. Ouais. Donc c'est parti pour toujours, de toute façon. Inch'Allah, on verra. Formidable. Écoute, merci beaucoup, Marine. On a dit tellement de choses et évidemment, on peut parler encore très très longtemps, toi et moi. Je suis toujours obligée de mettre un peu un moment, un terme. Je sais qu'il y a des podcasts qui peuvent durer 3 heures. Moi, j'ai un peu de mal. Et encore, je les rallonge d'épisode en épisode, pratiquement, j'ai l'impression. Ouais. Et puis, alors, comme tu sais, j'aime bien demander à chaque invité de terminer par un mot. Celui qui résonne le plus, là, maintenant, pour toi, c'est quoi ? J'ai envie de dire le mot confiance. Ah, ça fait écho à Everything Happens for a Reason. c'est vrai. Il faut se faire confiance. Voilà. Et il faut aussi, et ça c'est plus dur, en fait on est obligé d'avoir confiance dans notre capacité en tant que collectif humain à relever les défis qui sont devant nous. Donc il faut faire confiance. On pourrait aller jusqu'à l'espérance. Et il n'y a qu'en confiance qu'on peut assumer ses responsabilités. Exactement. Merci beaucoup, Marine. Merci, Lily. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.